je vais le mettre en plein écran. Vous voyez bien mon écran? Oui, Ok, Cinq ça sur marche. oui. 5 Parfait. Ok, merci. Moi, je m'appelle, donc, je suis Paul Guillou, donc je suis ingénieur énergie renouvelable à l'ADEME de Guyane. Et Muriel de Gobert, je suis ingénieure économie circulaire et déchets à l'ADEME Guyane. Voilà. Donc, on va faire la présentation à deux, étant donné que c'est un sujet un peu transversal, comme c'est écrit avec déchets et énergie dans le même titre. Donc l'objectif, c'est de vous présenter un peu les grands enjeux, les grandes tendances d'un point de vue déchets et énergie sur le territoire, et enfin le lien qu'il y a entre les deux, et quelle est la conséquence de la transition énergétique sur les déchets. Donc le contexte global un petit peu, c'est que la loi fixe une transition énergétique sur nos territoires avec l'objectif d'attendre un 100% d'énergie renouvelable d'ici 2030 et également l'autonomie énergétique. Donc ça sous-entend de produire l'ensemble de notre énergie sur notre territoire. D'un point de vue électrique, un premier chiffre, et on en reviendra plus en détail après. Sur l'année 2023, 72% de l'électricité produite par les ENR en Guyane. Euh, voilà. Atteindre ces objectifs de transition énergétique, ça va notamment passer par la mise en place d'installations de production énergétique et électrique, également du stockage d'énergie, on le verra plus tard, et en intégrant aussi la mobilité électrique, qui est un des enjeux de la Guyane. Et donc, toute cette transition avec ces nouveaux moyens de production ou le renouvellement ou le démantèlement des moyens de production existants vont impacter la gestion des équipements en fin de vie. Euh, Ensuite, donc, quel système de production, là on revient déjà un petit peu sur la Guyane, qu'est-ce qu'on considère dans notre présentation? Donc c'est les systèmes de production et de stockage d'énergie considérés. Donc vous connaissez le barrage hydraulique de Petit Saut et également les barrages hydrauliques au fil de l'eau. On parlera également du solaire thermique et photovoltaïque, tout ce qui est biomasse solide et liquide, biogaz et UVE, donc unité de valorisation énergétique, et ainsi que le stockage stationnaire et mobile. Donc, le stationnaire, ça va être celui qui ne bouge pas par définition et qui est notamment utilisé pour la gestion du réseau. Et le stockage mobile, c'est celui qui est souvent embarqué dans nos véhicules notamment pour pouvoir se déplacer sur le territoire. Euh, donc, un petit état des lieux énergétique dans un premier temps. D'où vient l'approvisionnement énergétique de façon générale en Guyane? Alors là, ce sont des chiffres de 2021, mais les tendances sont globalement les mêmes pour nos années plus proches. Donc le graphique de gauche, vous pouvez voir que notre consommation primaire d'énergie sur le territoire est constituée à plus de 80, enfin, près de 80% d'énergie issue de produits pétroliers et raffinés. Donc c'est du gasoil, du fuel qui arrive sur notre territoire et donc qui n'est pas produit en Guyane mais qui est importé. Et le reste, 21%, ce sont des énergies renouvelables électriques et thermiques, donc par exemple de l'eau chaude solaire, qui, elle, est produite sur notre territoire. Donc concrètement, dès le début, on peut voir qu'on a une dépendance importante aux énergies fossiles et elles sont importées. Donc ça peut être des difficultés d'approvisionnement et aussi des enjeux, on va dire, économiques sur l'importation et la fluctuation des prix. Sur le graphique de droite, vous pouvez voir la consommation finale d'énergie par secteur, cette fois-ci. Donc on peut voir que la plus grosse part de notre consommation finale d'énergie concerne le secteur du transport. Donc en fait, c'est tous les carburants qu'on va mettre souvent d'origine fossile aujourd'hui dans nos véhicules pour pouvoir se déplacer sur le territoire. Donc ça peut être du particulier, mais c'est également du professionnel. Ça peut être des véhicules légers, mais également des véhicules lourds. Donc ça représente plus de 50%, jusqu'à des fois 2 tiers, de notre consommation énergétique sur le territoire. Vient ensuite tout ce qui est résidentiel, qui est essentiellement de l'électricité, donc vos usages que vous avez chez vous au quotidien. Et ensuite, on a aussi le tertiaire, donc là, c'est plus les activités de bureau,
que vous pouvez avoir. Et donc là, c'est également essentiellement des consommations électriques, climatisation, ordinateur, voilà. Et ensuite, plus marginal, entre guillemets, même si c'est pas négligeable, la consommation liée à l'agriculture, surtout énergie fossile, et liée à l'industrie, qui peut être fossile, mais aussi électrique. Euh, donc, ce qu'il faut retenir sur ces deux slides, c'est qu'on a une dépendance aux énergies fossiles importées et un secteur du transport qui représente plus de 50% de notre consommation d'énergie finale en Guyane en 2021. Maintenant qu'on a balayé l'énergie de façon globale, on s'intéresse à l'électricité. Donc ici, vous avez un graphique qui représente la production électrique en Guyane en 2023. Euh, alors en avril, c'est sorti du graphique. Donc tout ce qui est bleu, donc 54%, ça représente l'hydroélectricité. Donc ça va être le barrage de Petit Saut et les barrages au fil de l'eau à Maman Valentin et essentiellement Maman Valentin, pardon. Il y a une centrale à Saint-Georges, mais elle n'est pas dans le littoral. Ensuite, ça a sauté un petit peu. Vous avez la part orange et grise qui représente les énergies fossiles. Donc, c'est la centrale de dégradé Cannes et les turbines à combustion. En jaune, c'est environ 5 ou 6%, 4% ou 6%. C'est le photovoltaïque. Et enfin, en vert, donc 6% de l'électricité, elle est issue de la biomasse solide, donc nos centrales biomasse que l'on peut retrouver sur le territoire. Donc de façon générale, donc c'est là les chiffres de droite. La production sur les 6 dernières années, pour vous donner des ordres de grandeur, sur les 6 dernières années en Guyane, la production électrique est à 62% issue d'énergie d'origine renouvelable, donc l'hydroélectricité, la biomasse et le photovoltaïque. On a également un chiffre assez important, c'est plus de la moitié est issue de la retenue de petits seaux, donc une énergie renouvelable euh, que l'on a sur le territoire, mais avec des variations assez importantes d'une année sur l'autre qui dépendent de la pluviométrie. Donc, en fonction des saisons sèches, enfin, en fonction des saisons des pluies qui est plus ou moins abondante, on peut avoir une variation de production qui est aujourd'hui compensée, si Petit Saut produit moins, on va compenser aujourd'hui avec des grades des cannes et des turbines à combustion, donc des énergies fossiles. Et sur le territoire, en moyenne, c'est environ 950 gigawattheures consommés annuellement. Alors, où sont répartis ces moyens de production sur notre littoral? Cas assez particulier dans les Outre-mer, on a un réseau assez linéaire donc qui va globalement de Apatou, Saint-Laurent-du-Maroni jusqu'à Cacao. Et donc, c'est des lignes électriques sur lesquelles sont répartis différents moyens de production, que ce soit du photovoltaïque, de l'hydraulique, de la biomasse ou les énergies fossiles. Et donc, vous avez ici une carte qui a été produite par EDF et qui est disponible. Vous pourrez la trouver sur le bilan prévisionnel de l'équilibre offre-demande d'électricité en Guyane pour le réseau littoral sur EDF, sur le site d'EDF, pardon. Et donc, en fait, donc, ces moyens de production produisent à l'endroit où ils sont situés et ensuite, ils doivent acheminer l'électricité produite dans les endroits où où on consomme. Donc, un des gros sites de production d'électricité, c'est le barrage hydraulique de Petit Saut et qui est assez éloigné du centre de consommation qui est globalement l'île de Cayenne. Donc, il y a un enjeu aussi important sur le réseau électrique de Guyane pour faire transiter cette électricité de son lieu de production jusqu'à son lieu de consommation. Et ensuite, donc ça c'est le réseau littoral, on a également toutes les communes de l'intérieur, donc Saint-Georges, Camopi, Maripasoula et les autres, où en fait là ce sont des micro-réseaux. Donc en fait sur ces endroits, sur ces sites, sur ces bourgs, on doit être capable également de produire de l'électricité pour la population. Et aujourd'hui, c'est beaucoup à partir de groupes électrogènes, donc énergie fossile, des installations photovoltaïques. Et on a Saint-Georges qui fait figure d'exception, qui a été la première commune de France à être 100%, à avoir une électricité 100% d'origine renouvelable grâce à sa centrale biomasse, grâce à l'hydraulique au fil de l'eau et à une gestion intelligente du réseau.
Donc voilà, en Guyane, on a vraiment, pour synthétiser, on a un réseau littoral, donc tout le long du littoral de Apatou jusqu'à Cacao. Et ensuite, on a plein de micro-réseaux électriques sur les communes de l'intérieur où il y a des problématiques aussi particulières. Donc ça, c'est un petit peu l'état des lieux. Et maintenant, ben, vers où on se dirige, comment on atteint ces objectifs. Là, c'est grâce à la feuille de route énergétique, on va dire, qui est présente en Guyane et dans toutes les autres outre-mer. C'est ce qu'on appelle la PPE, donc la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui fixe des objectifs à 5 ans et à 10 ans sur les différentes filières de production énergétique pour l'atteinte de ces objectifs que je vous ai présentés tout à l'heure, donc la LTE-CV, donc la loi de transition énergétique pour la croissance verte, et donc fixe des objectifs de parc de production, de puissance à installer pour atteindre ces objectifs-là. Donc aujourd'hui, on a une PPE qui couvre jusqu'à 2023, mais elle est toujours effective aujourd'hui parce que la nouvelle PPE est en cours de révision. Donc il y a des discussions en fait avec notamment les services de l'État, la collectivité, EDF et l'ADEME d'un point de vue technique, donc on fait partie du COTEC, sur les grandes orientations que doit prendre cette PPE. Et ensuite, il y a une proposition, une concertation qui est faite auprès des acteurs du territoire. Donc voilà, de façon un petit peu générale, quelles sont les perspectives d'évolution des énergies renouvelables. Et maintenant, du coup, on va voir la deuxième partie de ce sujet, c'est qu'est-ce que ça engendre d'un point de vue production de déchets, le développement des énergies en Guyane. Et là, je vais laisser la parole à ma collègue Muriel. Merci, Paul. Donc là, nous avons vu ce qu'il en était d'un point de vue énergie et électricité. Donc nous allons voir quels sont les impacts au niveau production des déchets. Et avant de parler justement concrètement déchets liés à la production d'électricité, je vais revenir déjà sur quelques notions concernant les déchets. Tout d'abord, qui est responsable d'un déchet produit? C'est une notion importante. Tout détenteur d'un déchet est responsable de ce déchet jusqu'à sa fin de vie. Comprendre par là jusqu'à son élimination ou sa valorisation finale. C'est-à-dire que même lorsqu'on transfère un déchet à une structure, il faut s'assurer que cette structure est habilitée à autorisée à le prendre en charge. Et d'où l'importance de la traçabilité de déchets, et ce, vraiment jusqu'à son élimination finale. Paul, j'ai pas la main pour... tu peux passer le slide? Merci. Un second principe important, c'est le principe de pollueur-payeur, appelé PPP. Donc, selon le principe de pollueur-payeur, ce sont les pollueurs qui doivent supporter les coûts engendrés par la pollution résultant de leurs activités, y compris les coûts pour prévenir, combattre et éliminer les pollutions et les coûts liés à la réparation. Vous avez en dessous toutes les références nécessaires. Prochain slide. Et enfin, une notion aussi qui est importante, c'est la notion de responsabilité élargie des producteurs, dit REP. Donc, le principe d'une REP s'inspirait du principe de pollueur-payeur que je viens de vous expliquer, et il est reconnu dans la directive cadre. Les filières donc, dites REP concernent certaines typologies de produits. Tous les produits qui sont vendus ne sont pas forcément rattachés à une REP. La France est le pays au monde où il y a plus de filières REP. La plus connue de toutes les filières, c'est celle des emballages ménagers qui existe depuis 1992. C'est la raison pour laquelle on dépose nos emballages dans un bac jaune. Enfin, la couleur du bac varie peut-être d'un territoire à l'autre, mais en tout cas en Guyane, bac jaune ou borne d'apport volontaire jaune. Donc, les filières REP concernent certaines typologies de déchets. Ces déchets, que ces produits soient à destination des ménages ou des professionnels. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les fabricants, les distributeurs ou les importateurs de ces produits qui vont devenir un jour des déchets sont responsables de l'ensemble du cycle de vie des produits, y compris l'éco-conception. Donc, c'est-à-dire vraiment depuis la conception du produit jusqu'à la fin de vie du produit au moment où il devient un déchet. Et ces fabricants slash distributeurs slash importateurs, ça veut dire pour la Guyane, en fait, les primo-importateurs, si le produit n'est pas produit sur place. Donc, n'importe quelle structure qui va importer et faire rentrer sur le territoire un produit, ou sinon, s'il le fabrique sur place, rentre dans cette catégorie. Et dans ce cas-là, ils doivent financer la gestion des déchets générés par leurs produits, qui un jour vont devenir des déchets. Ce dispositif fonctionne soit à titre individuel, c'est-à-dire qu'une structure qui fabrique ou importe un déchet
peut lui-même mettre en place un dispositif pour aller collecter et récupérer ces déchets. C'est extrêmement compliqué. La plupart de ces fabricants ou importateurs se réunissent et adhèrent à un éco-organisme. Donc, une structure collective qu'on appelle un éco-organisme. Donc, dans la suite de la présentation, lorsque je vous parle d'un éco-organisme, il s'agit vraiment donc de cette structure auprès de laquelle adhèrent les fabricants de produits qui sont responsables de la fin de vie de ces produits. Vas-y, Paul. Alors, voici le fonctionnement simplifié, ça paraît complexe, et là, je l'ai vraiment simplifié du fonctionnement de la filière REP. Alors, on va partir du consommateur en bas à gauche. Un consommateur va acheter un produit auprès d'un distributeur. Donc, on imagine qu'on va acheter un produit dans une grande surface. Au moment où on achète un produit, dans le prix de vente de produit, il y a déjà ce qu'on appelle une éco-participation ou une éco-contribution. Souvent, les gens confondent et appellent ça une écotaxe. Une taxe, ça rentre dans les poches du gouvernement. Une taxe, ça revient dans les poches de l'État. Là, il n'en est rien. L'éco-contribution sera reversée par, dans ce cas-ci, le distributeur auprès de l'organisme auprès duquel il a adhéré. L'éco-organisme, avec la somme de toutes les éco-contributions qu'il aura récupérées, va financer la collecte et la valorisation des déchets qui seront générés par les produits que le consommateur aura consommés. Donc la boucle est bouclée. C'est-à-dire que indirectement, c'est le consommateur qui va financer toute la boucle de collecte et de valorisation à travers cette éco-participation qui passe d'acteur en acteur. Donc les prestataires de collecte vont collecter les déchets triés gratuitement des produits que les consommateurs auront triés. Donc la condition pour le consommateur, c'est vraiment de trier ce déchet. Vas-y, Paul. Concernant, donc, pour en revenir à notre sujet, pour les déchets de la transition énergétique, la plupart sont couverts par des filières REP. Donc, on a défini 3 typologies de déchets. La filière D3E pour déchets d'équipements électriques et électroniques, hors panneaux photovoltaïques. Et dans cette liste de déchets, on va retrouver des onduleurs, des chauffe-eau solaires, des équipements de gestion et de production d'énergie. Donc là-dedans, il peut y avoir par exemple des ordinateurs, des centrales qui permettent donc de coordonner le fonctionnement de structures, les équipements d'échange thermique, les bornes de recharge des véhicules électriques, par exemple. Une deuxième filière concerne les panneaux photovoltaïques et la troisième filière concerne les piles et accumulateurs. Donc ça, c'est une très grande filière dans laquelle on va retrouver donc toutes les batteries des engins de petite mobilité électrique et à partir de 2025, toute une série de batteries que vous trouverez là, je ne vous les cite pas. Donc, les éco-organismes qui sont responsables de ces différentes filières. Donc, écologique et écosystèmes sont les 2 éco-organismes sur le territoire de Guyane à être responsables de la filière D3E hors panneaux photovoltaïques. C'est l'éco-organisme Soren qui gère la filière panneaux photovoltaïques et l'éco-organisme Screlec qui gère les piles et les accumulateurs. Donc, en fonction du déchet que possède un détenteur, il va s'adresser à l'un ou l'autre des éco-organismes. Vas-y, Paul. Et donc, ouais. Donc maintenant, on va en regarder filière par filière de quoi sont constitués ces moyens de production et quelles sont leurs durées de vie et les volumes ensuite qu'on va être amené à traiter sur le territoire. Donc les panneaux photovoltaïques ou la filière solaire photovoltaïque, concrètement, vous devez un peu le savoir, mais il y a la partie très visible qui est le panneau photovoltaïque que vous pouvez voir soit en toiture, soit sur donc, ce qu'on appelle un champ au sol, sur une structure, et vous voyez les panneaux photovoltaïques sur des grandes surfaces. Ensuite, vous avez tout ce qui est support, souvent métallique. Au sein de ce support et pour relier les panneaux au système électrique, vous avez forcément des câbles qui vont passer qui ne sont pas forcément visibles. Vous avez une partie aussi non visible concerne toutes les fondations, souvent en béton, mais ça peut être du pieu aussi qui est mis dans le sol. Et vous avez une partie aussi de conversion électrique qui est souvent constituée, de l'onduleur qui permet notamment de convertir l'électricité de courant continu à courant alternatif. Donc quand on parle de solaire photovoltaïque, il y a tous ces éléments-là dedans. Pour vous donner des ordres de grandeur, on considère que la durée de vie des moyennes, la durée de vie moyenne, pardon,
des éléments d'une installation photovoltaïque. Pour le module, le panneau, globalement, on considère que c'est une vingtaine d'années. Donc les constructeurs, ceux qui construisent les panneaux, disent que vous, au bout de 20 ans, vous serez capable de produire 80% du rendement initial du panneau photovoltaïque, même après 20 ans d'utilisation, parce qu'il y a une perte de rendement, parce que le panneau peut un petit peu s'abîmer, peut perdre en efficacité. Les onduleurs sont à changer globalement un peu plus souvent dans le sens où c'est de l'électronique et il peut y avoir une détérioration plus importante. Et on considère que c'est environ 7 à 10 ans. Et ensuite, tout ce qui est support, câblage, fondation, etc., c'est en général la durée de vie. Quand on change les modules photovoltaïques, on peut normalement être capable de garder la fondation, les supports, etc. Il peut y avoir des petits changements, mais globalement, ça se maintient bien. Ensuite, donc, toujours sur cette filière photovoltaïque, donc pour rappel, ce qu'on a vu un petit peu tout à l'heure sur le graphique, aujourd'hui, l'électricité fournie du réseau provient à 6% des installations photovoltaïques, donc tout confondu. Ça peut être les centrales photovoltaïques sur des toitures, mais également les centrales photovoltaïques au sol. En 2023, pour vous donner un ordre de grandeur également, Soren, donc, qui est l'éco-organisme qui s'occupe de la collecte des panneaux photovoltaïques, en a récolté 93 tonnes en 2023. L'ADEME, on a commencé à faire des projections sur les panneaux photovoltaïques qui seront à collecter dans les prochaines années. Et en fait, on peut avoir des volumes beaucoup plus importants qui vont arriver sur le territoire jusqu'à 5 fois plus. Et en fait, ça dépend notamment des grandes centrales photovoltaïques qui arrivent à terme. Donc, si ça fait 15 ans qu'elles sont en fonctionnement, ben, d'ici 5 ans, on va devoir enlever tous les panneaux photovoltaïques ou les laisser en place ou les changer et en mettre des nouveaux. Et du coup, ça peut faire d'un coup un volume relativement important de panneaux photovoltaïques qui arrivent. Et donc, Soren devra les récupérer, les collecter. Donc voilà pour la filière solaire photovoltaïque. Ensuite, la filière solaire thermique. Donc là, c'est quand on a un panneau sur le toit, mais on récupère le rayonnement solaire pour en faire de l'eau chaude. Les capteurs solaires, on considère qu'ils ont une durée de vie d'environ 15 ans. De la même façon pour le ballon de stockage. Et il y a tous les éléments de circuit hydraulique qui peuvent avoir une durée de vie un peu moins importante, environ 10 ans, avec tout ce qui est circulateur, pompe, sonde de température, régulation, etc. Donc sur les chauffe-eau solaires, on a moins de chiffres en Guyane parce que c'est une filière où on a du mal à suivre un petit peu les volumes qui sont installés chaque année. Donc il y a une forme d'incertitude sur le nombre de panneaux qui arrivent ou qui vont arriver sur le territoire. Malgré tout, il y a des études qui sont en cours qui devraient prochainement sortir pour essayer de quantifier au mieux ces volumes de la filière solaire thermique. Ensuite, sur tout ce qui est stockage stationnaire et mobile, donc sur les batteries automobiles, donc les batteries de nos voitures qu'on utilise, même si elles sont thermiques, même si elles fonctionnent au gasoil, elles ont besoin d'une batterie pour démarrer. Aujourd'hui, Screlec a collecté environ 10 tonnes, enfin, il y a 10 tonnes pardon, qui sont stockées actuellement sur le territoire. Et ça pose des questions de stockage, mais aussi de comment on va le traiter derrière. Et ensuite, pour les projections, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a un objectif d'arrêter la vente des véhicules thermiques neufs en 2035. Et du coup, il y a tout un transfert de ces véhicules thermiques vers des véhicules plutôt électriques. Et du coup, on devrait avoir entre 6 000 et 11 000 véhicules électriques d'ici à 2035 sur le territoire de la Guyane. Et du coup, ces véhicules électriques, elles ont des batteries importantes pour les faire fonctionner, pour le stockage mobile. Et donc, on estime que ce sera entre 2 000 et 4 000 tonnes de batteries à traiter d'ici 2040. Ensuite, on a également donc, les batteries industrielles pour le stockage d'énergie stationnaire. Donc, c'est pour la gestion du réseau électrique. Aujourd'hui, on considère qu'il y a à peu près 11,3 MWh de stockage en Guyane et ça représentera dans le futur environ 67 tonnes de batteries à collecter d'ici 2035. Et
en plus de ces batteries pour les voitures électriques, il y a également les bornes de recharge. Donc, pour aller brancher votre véhicule électrique, vous aurez besoin de bornes de recharge et il y a encore des éléments qui peuvent arriver parce que ça va créer des déchets quand elles vont tomber en panne, elles vont devoir être rechangées. Ça va créer des déchets en plus. Donc aujourd'hui, on a environ 26 stations de recharge en Guyane et on n'a pas encore de vision claire sur le nombre de bornes de recharge qu'il y aura. Donc ça dépendra un petit peu des schémas directeurs qui devront voir le jour d'ici peu en Guyane. Et juste pour rappel aussi, je l'ai pas mentionné avant, mais on a des durées de vie qui sont relativement courtes pour ces éléments-là, les batteries. Sur des batteries au plomb, on est entre 5 et 10 ans de durée de vie. Donc au bout de 5 à 10 ans, faut la changer. Et batteries au nickel et au lithium, c'est environ un peu plus, c'est de 10 à 15 ans. Tandis que les bornes de recharge, on considère que c'est une dizaine d'années de durée de vie et après, il y a un renouvellement à apporter. Donc voilà un petit peu les éléments de déchets, les déchets pardon, liés à la transition énergétique. Et donc on a produit à l'ADEME un guide d'information. Et là, je vais laisser ma collègue en discuter. Donc, il s'agit d'un guide qui répertorie tout ce que l'on vient de se dire, filière par filière, qui réexplique quels sont les déchets générés par chacun des modes de production électrique et vers qui les détenteurs de ces déchets peuvent s'orienter lorsqu'ils en ont. Donc, qu'il s'agisse de particuliers, mais pour la plupart du temps, ce sont des professionnels. Euh, voilà, donc cette publication est disponible sur la librairie ADEME et sont diffusées auprès des acteurs locaux. Voilà. Voilà. Alors, pour essayer de simplifier, de synthétiser pardon, les principales difficultés rencontrées aujourd'hui, parce que finalement, on vient de vous présenter la liste des différents déchets concernés par la transition énergétique et on pourrait se demander, où est le problème? Alors en fait, nous avons mené une étude fin de 2024 et ce que l'on a constaté, quelle que soit la filière, comme vient de le dire Paul, c'est un besoin croissant de production, de stockage d'énergie et ce besoin croissant va générer de plus en plus de déchets mécaniquement. Or, les détenteurs de ces déchets ou de ces futurs déchets ne connaissent pas forcément les filières REP que je vous ai présentées tout à l'heure. Euh, Quand ils sont au courant de filières REP, ils ne savent pas exactement les types de déchets qui sont pris en charge, par quels éco-organismes et selon quelles modalités. Parce que là, donc, nous ne sommes pas rentrés dans les détails, mais les modalités de prise en charge sont assez complexes. Il faut avoir un certain seuil de déchets. Vous pensez bien qu'un prestataire ne va pas se déplacer juste pour 2 panneaux photovoltaïques ou 3 onduleurs. Donc, il y a certaines quantités à atteindre selon les filières, etc. Donc, il y a une méconnaissance globale des filières REP de la part des détenteurs et même de la part de gros détenteurs. De plus, il y a une très grosse complexité de transport, aller et retour de matériel, notamment vers les sites isolés. Le matériel neuf à l'aller, c'est-à-dire lorsqu'on va installer, par exemple, des panneaux photovoltaïques sur des sites isolés. Mais une fois que ce matériel est hors d'usage, il est aussi très compliqué d'aller le démanteler et de le rapatrier vers le littoral pour qu'il puisse être pris en charge par des filières de valorisation. Ensuite, des problématiques plus liées aux batteries et spécifiquement les batteries électriques et au lithium. Il est très compliqué de stocker et d'exporter vers l'Hexagone ces batteries pour des problèmes de sécurité. Les batteries au lithium sont hautement inflammables et les batteries des véhicules électriques sont également hautement inflammables et sont très grosses et très lourdes. Pour le moment, il n'y a pas de compagnie maritime qui les accepte pour un retour vers la métropole. Donc, les quelques batteries électriques du véhicule électrique arrivé en fin de vie sont stockées sur le territoire et nous ne pouvons pas pour le moment les exporter. Or, comme justement elles sont dangereuses, forcément, plus on en aura, plus il y aura une concentration et plus les risques vont augmenter. Donc là, on a vraiment affaire à un très gros problème de sécurité qui est commun à tous les DROMCOM. Concernant les panneaux photovoltaïques, on constate une grosse complexité d'organisation de la collecte.
parce que voilà, c'est un déchet qui est assez pas diffus, dans le sens où il y a énormément de personnes qui possèdent aujourd'hui des panneaux photovoltaïques. C'est un déchet qui est assez diffus sur le territoire et la collecte est assez complexe. Et une problématique commune aux batteries et aux panneaux photovoltaïques, bon, comme on le disait, des tonnages qui vont en croissant, donc de plus en plus de tonnage à collecter à l'horizon 2040. Et dans les deux cas, il n'y a pas de filière de traitement ou de valorisation locale possible, parce qu'une filière de valorisation dans les deux cas nécessiterait un minimum de tonnage que l'on n'atteindra pas en Guyane. C'est-à-dire que pour qu'un industriel s'installe sur le territoire pour se lancer dans une usine de démantèlement de panneaux photovoltaïques, a besoin d'un minimum de tonnage pour que son activité soit rentable. Or, malgré la croissance importante des tonnages à venir, on sait que ces tonnages ne seront pas suffisants pour justifier la création d'une usine de démantèlement locale. Ce qui signifie que nous n'avons pas d'autre choix pour le moment que d'expédier ces déchets ailleurs. Donc, que ce soit aux Antilles, éventuellement, on se pose la question d'une mutualisation des déchets anti-Guyane, ou sinon, comme c'est le cas aujourd'hui, vers la métropole, quand c'est possible. Et je reviens sur les batteries. Là, c'est vraiment juste les batteries automobiles classiques qui peuvent être expédiées, mais pour moi, les batteries électriques et au lithium ne sont pas exportables. Donc, voilà un panorama des difficultés identifiées. Et pour la dernière slide, nous avons jeté là quelques idées, mais là, c'est vraiment une slide pour ouvrir un échange avec vous. Finalement, quels sont les leviers d'action potentiels pour optimiser cette gestion des déchets? Alors voilà, nous en avons parlé, nous avons édité un guide d'information que l'on peut distribuer aux acteurs du territoire, qui peuvent servir aussi à sensibiliser les différents acteurs. Nous savons la filière des panneaux photovoltaïques est à optimiser, mais comment? Il faudrait trouver de nouveaux acteurs, il faudrait coordonner les différents acteurs. J'entends par acteurs aussi bien les acteurs de collecte que les acteurs de centralisation de panneaux pour les mutualiser, pour les expédier vers l'Europe. Ça revient à ce que donc l'autre point, accompagner l'implantation d'acteurs sur le territoire. Dans quelle mesure finalement on pourrait trouver des seuils concevoir un nouveau business model qui permettrait d'identifier une structure avec un seuil de rentabilité qui permettrait d'accepter un seuil de tonnage bien plus bas que ce qu'on rencontre aujourd'hui. Toute la filière des batteries est structurée. Une sensibilisation des détenteurs pro et ménagers est à faire. Aujourd'hui, on retrouve beaucoup trop de batteries, par exemple, dans la nature. Donc, sensibiliser au fait qu'il ne faut surtout pas abandonner dans la nature certains déchets. Des grosses recherches à mener sur le réemploi. Il est possible de réemployer des batteries sous certaines conditions. Quid du réemploi de panneaux photovoltaïques? Sous quelles conditions? Est-ce qu'on a le matériel nécessaire en Guyane? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour avoir le matériel nécessaire, donc pièces de rechange, etc. Est-ce qu'on a les compétences techniques? Parce qu'on peut avoir les pièces, mais derrière, pas forcément les compétences auprès des réparateurs. Donc, comment organiser tout un écosystème autour de la réparation et autour du réemploi? Et aussi un point éventuellement, c'est l'augmentation du nombre d'apports volontaires. On appelle à point d'apport volontaire un lieu où les détenteurs d'un déchet peuvent venir déposer leurs déchets. Typiquement, pour les ménages, vous pouvez vous rendre en déchetterie. Toutefois, si vous êtes justement un ménage et vous détenez un panneau photovoltaïque, aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller déposer un panneau photovoltaïque en déchetterie. Ça fait partie des quelques rares déchets qui ne sont pas acceptés en déchetterie, mais vous pouvez aller les déposer sur un point d'apport volontaire. On a une liste qui est disponible. Donc justement, comment diffuser largement cette liste des apports volontaires, éventuellement en créer d'autres pour densifier la quantité de points d'apport volontaires sur le territoire et ainsi faciliter l'acte de dépôt des déchets pour éviter qu'ils soient déposés dans la nature. Donc voilà, ce sont des pistes qui sont évoquées. Cette liste est loin d'être exhaustive et maintenant, on vous propose un temps d'échange avec vous pour éventuellement répondre à vos questions ou échanger sur des pistes éventuelles que vous auriez à l'esprit.
Alors, merci beaucoup, Paul et Muriel, pour cette intervention. C'était très clair. Alors, moi, j'avais préparé plein de questions, mais c'était tellement clair que vous avez quasiment répondu à l'ensemble de mes questions. Donc, bravo, bravo à vous deux. Alors, si dans l'assistance, quelqu'un a une question, qu'il n'hésite pas, alors, soit à l'écrire, soit à lever la main. Voilà. Sinon, bon, il m'en reste quand même une ou deux. Mais je vais laisser la parole aux autres auditeurs. Vous avez une question, c'est Isabelle. Est-ce qu'on ne peut pas mutualiser nos déchets et les faire traiter par les pays voisins, ou le Suriname ou le Brésil? Alors, c'est un sujet qui est étudié. La CTG a lancé l'année dernière justement une étude pour comprendre, alors non pas pour identifier les possibilités de mutualisation, mais déjà pour comprendre dans un premier temps les textes réglementaires et les possibilités législatives euh, qui s'offriraient à nous. Parce qu'aujourd'hui, le frein principal, il est législatif et réglementaire, lié à la Convention de Bâle. La Convention de Bâle, c'est une convention internationale qui limite le transit des déchets entre territoires et notamment entre pays. Et pratiquement tous les pays ont ratifié la Convention de Bâle et ça limite le transfert notamment des déchets dangereux. Or, la plupart des déchets que l'on vient d'évoquer aujourd'hui sont considérés comme des déchets dangereux ou peuvent sortir du statut de déchet sous certaines conditions. Donc justement, cette étude permet d'identifier sous quelles conditions on peut sortir un produit de son statut de déchet. Et dès lors que l'on ne fait plus transférer un déchet, mais un produit, là, dans ce cas, effectivement, le nouveau produit peut passer les frontières. Mais c'est très complexe. Dès lors que l'on pourra, qu'on y verra plus clair, oui, ce sont des choses qui sont évoquées. Le problème, donc pour le moment, donc au Suriname, il semble qu'il n'y ait pas grand-chose. Au Brésil, il y aurait des pistes, mais il n'y a rien dans le nord du Brésil. Les seules pistes envisagées seraient plutôt dans le sud du Brésil, et là, à voir en termes de kilomètres parcourus par des déchets, est-ce que l'impact environnemental est intéressant versus un transport maritime, puisqu'en fait, c'est pas forcément intuitif, mais le transport maritime est souvent moins impactant que le transport terrestre. Mais en tout cas, pour répondre à votre question, c'est quelque chose qui est actuellement étudié. On aura les rapports des études de la CTG courant 2025. Et ces études donc législatives / réglementaires, on espère, pourront ouvrir la voie à des échanges plus poussés avec nos pays voisins. Merci beaucoup pour la réponse. Sinon, j'ai une autre question, si personne... Vas-y, vas-y. Deuxième question. Comment font les Antilles? Ils ont assez de tonnage? Ils ont quelque chose sur place? Ils ont des Non, filières sur place? ils ont le même problème. Alors, il y a une structure qui s'appelle AER en Guadeloupe qui démantèle des déchets électriques et électroniques du quotidien. Donc, frigo, congélateur, etc., qui ne rentrent pas du tout dans le sujet du jour. Et donc, non, ils ne sont pas habilités à traiter ces déchets-là, donc ils ont exactement la même problématique. Donc, on réfléchit à éventuellement mutualiser nos déchets, mais pour le moment, ce que l'on constate, c'est que même en mutualisant, on n'atteint pas les seuils. Ah, d'accord, ok. En tout cas, il n'y a pas d'industriel qui serait prêt pour le moment à venir s'implanter, considérant que ce ne serait pas suffisamment rentable. Oui. Ouais. Mais d'ici là, peut-être que de nouvelles méthodologies de démantèlement existeront. Surtout qu'un panneau photovoltaïque, c'est pas très compliqué à démanteler, hein. Il va y avoir une structure métallique, du verre, de la silice. En soi, c'est pas très compliqué. C'est assez long, donc il y a surtout, oui, c'est assez long. Et c'est pas considéré comme un déchet dangereux pour le coup. Mais voilà, il faut une structure. Donc, le panneau photovoltaïque, on est assez confiant sur le fait qu'on trouve des possibilités de mutualisation. À quel horizon, ça, je ne sais pas. Par contre, les autres déchets, là, c'est plus compliqué. Notamment les batteries, là, qui sont vraiment des déchets dangereux. On n'arrive même pas à les transporter. Donc, avant de les mutualiser, il faudrait déjà pouvoir les transporter. Oui, tout à fait. D'accord, donc quand ils sont dans les communes de l'intérieur, ils y restent quoi, pour le moment. Les batteries, alors, il n'y a pas encore de batteries électriques
Sur les communes de l'intérieur, à ma L'intérieur, connaissance. Les panneaux Ok. photovoltaïques, ça, il n'y a pas de problème, on peut les rapatrier. D'accord. En fait, quand je dis on ne peut pas les transporter, on ne peut pas les transporter en conteneur maritime. Donc, de toute façon, les batteries électriques, il n'y a pas de véhicule électrique, à ma connaissance, sur les sites isolés, donc là, enfin, sur les communes de l'intérieur. Donc là, il n'y a pas de problème. Et après, les autres types de batteries, aussi, bah, sur des pirogues, ça peut être rapatrié, ce n'est pas un souci. Mhm. C'est plus la problématique du conteneur fermé. Les D'accord. batteries au lithium, si elles sont, donc, ne serait-ce que pour le quotidien, les petites batteries, les petites piles rondes au lithium, si elles sont inférieures à 30% en volume mélangé à d'autres piles bâtons, on peut les transporter. Le problème, c'est Mhm. qu'on a de plus en plus de piles au lithium, donc bah, mécaniquement, la proportion augmente. Et dès D'accord. lors qu'on va dépasser les 30%, on ne pourra plus les transporter et mélanger aux autres. Donc ça va D'accord. devenir un très gros problème. Il y a un très haut risque d'inflammabilité. Et quant aux autres batteries, bah, de toute façon, on ne peut pas les transporter. D'accord. Merci. Je passe la main. Est-ce qu'il y a encore des questions? Bon, je vais en poser une, le temps que les autres réfléchissent à leurs questions. Tout à l'heure, Muriel, tu as parlé effectivement qu'il fallait chercher à développer d'autres filières, type filière de réemploi, etc., etc. Mais aujourd'hui, entre réutilisation, réduction des déchets, recyclage, pour tout ce qui est déchets liés à l'énergie, quelle action a plutôt le vent en poupe? Parce qu'on est juste sur du recyclage où il y a quand même des tendances qui se décident pour aller de plus en plus vers le réemploi. Et je pense typiquement aux batteries de voitures qui pourraient très bien avoir une seconde vie pour être batterie de stockage dans une maison, par exemple. Alors, je sais que c'est un sujet qui est très étudié en métropole. Ici, on s'est juste évoqué, mais une fois de plus, on est confronté à la problématique d'un porteur. Quand je dis un porteur, c'est un acteur qui accepterait de se lancer sur le business. Et tant qu'on n'aura pas un industriel qui se porte sur le sujet pour investir et pour investir localement, on ne pourra pas développer ce genre de filière. La technologie existe en métropole. Ok. Alors justement, deuxième question, est-ce que le secteur du déchet attire les startups? Parce qu'on voit beaucoup de nouvelles sociétés qui se lancent là-dedans, dans certaines problématiques, dans des niches ou autres, ou est-ce qu'on a toujours plutôt les mêmes gros faiseurs, j'ai envie de dire, qui se développent dans d'autres filières? Oui et non. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de petites entreprises qui se développent, mais pour des déchets non dangereux, euh, pour cause. Parce que les déchets dangereux sont très complexes de par la réglementation, demandent des autorisations environnementales très complexes à obtenir, ne serait-ce qu'au niveau du foncier, c'est-à-dire qu'il faut des lieux de stockage. Euh, Donc, le foncier pour obtenir donc, des zones avec des ICPE particulières, c'est compliqué. Il n'y a pas de petites entreprises qui vont se lancer dans de telles démarches administratives qui sont très lourdes. Mais donc, sur des déchets non dangereux, oui, de plus en plus. Par exemple, Walafaya est une SKIC, c'est une ancienne association qui s'est construite. Alors, SKIC, je ne sais plus ce que ça veut dire, mais enfin, c'est une société coopérative qui est spécialisée initialement dans l'électrification sur les sites isolés et qui, après réflexion, s'est rendu compte que ça ne suffisait pas d'aller électrifier des sites isolés et qu'il fallait aussi derrière se poser la question de la fin de vie des éléments qu'ils déposaient. Et donc maintenant, ils sont aussi experts en démantèlement et rapatriement sur le littoral de panneaux photovoltaïques, d'onduleurs, etc. Et en fait, c'est eux qui ont commencé les premiers à rapatrier des panneaux photovoltaïques de Trois-Sceaux et Camopi vers le littoral. Et c'est grâce à cette expérimentation, en partie soutenue par l'ADEME, qu'on a démontré que oui, c'était possible, parce qu'il n'y a aucun éco-organisme qui voulait se lancer là-dessus et qui juste décrétait que ce n'était pas possible. Donc c'est vraiment grâce à une petite structure qu'aujourd'hui les éco-organismes, petit à petit, acceptent le fait d'aller chercher des déchets sur les sites isolés, alors que la réglementation leur impose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils préféraient payer des pénalités plutôt que d'essayer d'aller chercher ces déchets. Donc, je réponds partiellement à la question. Oui, il y a des petites structures qui se lancent. Alors, ce n'est pas forcément là sur de la valorisation, ça peut être sur de la collecte.
Mais voilà, c'est très, très, très compliqué. Colafaya a été confronté à une problématique réglementaire sur le transport de déchets dangereux en pirogue, sur du transport fluvial. Ils ont eu aussi énormément de mal à obtenir les autorisations. D'accord. Ok, ben, merci pour la réponse, Muriel. J'ai une autre question possible. C'est Isabelle. Alors, la question, c'est de savoir où se trouvent les lieux de stockage en Guyane et combien il y en a? De stockage des déchets une fois qu'ils sont collectés? Oui. Alors, je ne sais pas combien il y en a exactement. On a plusieurs prestataires. Ceux auxquels je pense spontanément sont surtout sur Kourou et Cayenne, enfin, île de Cayenne. Est-ce qu'il y en a sur Saint-Laurent? Sur Saint-Laurent, on va avoir des points de regroupement temporaires et après, c'est rapatrié sur Kourou et Cayenne, où après, c'est stocké pour être empoté et partir vers la métropole. Non, je vous dis une bêtise. Peut-être que pour les panneaux photovoltaïques, il y a aussi des points sur Saint-Laurent. Mais après, combien d'entités? Là, en tête, je ne saurais pas vous dire exactement. Mais enfin, il n'y en a pas beaucoup. Hein, ça doit se compter sur les doigts d'une main. D'accord. Mais ces lieux de stockage, enfin, ils sont répertoriés, ils sont classés CPE. Enfin, Oui, bien sûr. Ils ont un agrément de la préfecture. Ah oui, tout à fait. Oui. D'accord. Bah là, je pense spontanément à Pénat, à Écocentre, D'accord. sur Cayenne. Est-ce qu'il y en a sur Cayenne? Bah, de toute façon, Colafaya est centre de regroupement, mais après, ça part sur Pénat principalement. Donc, voilà, Pénat, Écocentre. Après, non, les autres, ça doit juste être des points de regroupement. Et Pénat et Écocentre, ils sont sur Cayenne. Non, Kourou. Kourou, d'accord. Mm. Sur du foncier à Kourou. Oui. D'accord. Donc, ce sont des lieux de stockage hautement. Tout à fait. SGVD. SGVD ils sont à Soula. Ils gèrent les batteries. D'accord. Alors après, honnêtement, je ne les ai pas tous en tête, Oui, ouais. mais Il y a une liste. peut-être qu'il y en a D'accord. d'autres sur les batteries, mais ils sont tous en règle. D'accord. Enfin, en tout cas, ceux qui ont pignon sur rue sont en règle. Après, alors oui, effectivement, on n'a pas abordé le sujet. La problématique que je n'ai pas listée dans les principales difficultés rencontrées, c'est tout le secteur informel. Ça, on est bien d'accord. On a énormément de pertes de batterie. Alors, la batterie, c'est l'une des rares filières qui est rentable à cause du plomb. C'est-à-dire que le déchet qui est vendu en métropole permet de rentabiliser la filière. Il y a même un peu d'argent qui est récupéré. C'est-à-dire que SGVD, si vous vous pointez chez SGVD avec une batterie automobile, et bien vous achetez votre batterie. C'est bien l'un des rares déchets que vous pouvez vendre. Donc forcément, ça veut dire qu'il y a un secteur informel, il y a beaucoup de pertes de batterie vers nos voisins. Là, et j'imagine que c'est la même chose pour les panneaux photovoltaïques. Il y a certainement du démantèlement officieux de panneaux pour récupérer le cuivre, etc. Et là, ça part vers le Brésil et le Suriname. Mais dès lors qu'on parle de filières agréées, c'est-à-dire que ce sont des opérateurs qui sont agréés avec les éco-organismes. Un éco-organisme est forcément agréé. Les éco-organismes ne peuvent travailler qu'avec des structures agréées qui sont en règle, pour une question de traçabilité de déchets. Tout à fait, d'accord. Bonsoir, j'avais quand même un point ou deux à soulever parce que vous avez eu une présentation générale, mais là quand même vous faites une présentation auprès d'EDF et nous avons quand même aussi en interne des marchés avec lesquels nous travaillons et nous sommes tenus à des obligations légales et de fait vous avez parlé de nos acteurs avec lesquels nous travaillons en marché, que ce soit SGVD, Écocentre. Et aujourd'hui, c'est vrai que si je regarde la volumétrie sur les communes de l'intérieur, alors, on n'est pas au delta près, hein, mais on est à peu près à 50 tonnes par an de déchets sur les communes de l'intérieur. Et si je prends, par contre, si je prends les D3E, par exemple, on est à peu près à 10 tonnes en 2024 de D3E traités pour EDF en Guyane. Alors oui, nous travaillons avec des filières agréées. Bien sûr, nous avons nos deux entreprises, que ce soit Ecocentre ou SGVD, avec lesquelles nous travaillons dans les règles de l'art et avec lesquelles nous faisons un suivi. Les problématiques, vous les avez soulevées, c'est ce qui est lié aux communes de l'intérieur. Et là, écoutez,
Aujourd'hui, on a un point sur lequel nous travaillons et Roland est tout à fait au courant, c'est Saül, hein. Donc, on a à peu près une quarantaine de tonnes de déchets à faire revenir de la zone de Saül avec des panneaux photovoltaïques, du D3E, de la batterie. On a bien identifié les filières. On est en train de travailler justement avec PENA sur la partie photovoltaïque et avec bien sûr les éco-organismes, dont Accorp, parce que vous ne les avez pas cités, mais qui est qu'on s'appelle le facilitateur sur la Guyane. Et entre autres, on va traiter les panneaux photovoltaïques et les D3E rapidement. Sur les batteries, on a une problématique qui est liée, donc vous l'avez bien dit, à la REP, à la mise en place du réseau, parce qu'aujourd'hui en Guyane, le réseau n'est pas encore mis en place, et à une obligation légale à partir du 1er janvier 2025 de traiter les batteries. Hormis le fait que comme on n'a pas le réseau qui est officiel en Guyane, on est obligé d'attendre le mois d'août, qui sera l'obligation officielle au niveau national d'avoir les réseaux de traitement des batteries de plus de 25 kilos. Et nous, ça nous génère justement une obligation et de voir comment on peut faire reprendre ces batteries. Parce que, comme vous le disiez, c'est la REP, mais quand le producteur n'est pas, je dirais, traçable ou que ça fait 15 ans que les batteries sont en réseau, c'est pas évident de trouver le bon interlocuteur. C'est du travail, alors peut-être se tourner vers la douane pour savoir qui a fait venir la batterie et quel est l'importateur, etc., de manière à pouvoir retrouver la REP. Mais aujourd'hui, on a cette problématique liée à nos communes de l'intérieur, avec par exemple la partie de Saül, et demain, par exemple, on a une zone qui va être cailloudée, où on va avoir à peu près 8 tonnes de déchets de type batterie à faire évacuer. Donc là, on va passer par nos prestataires de manière à faire venir par la pirogue, etc. Mais là, c'est vraiment suivi. Ce que je voulais vous dire, c'est que pour EDF, on a la problématique liée au réseau, liée au littoral, mais on a celle qui est liée aux communes de l'intérieur et surtout la mise en place, comme vous l'avez dit, hein, des éco-organismes avec structurés et qui respectent toutes les règles liées au suivi des déchets. Et ça, aujourd'hui, c'est pas toujours évident. Et je pense que le rôle de l'ADEME sera aussi d'accompagner, je dirais, ces éco-organismes de manière à ce qu'ils aient les bons outils, de manière à se faire une bonne suivi et une traçabilité. Parce que je me rends compte que c'est assez difficile pour eux de pouvoir, je dirais, travailler et de pouvoir suivre ces déchets-là. Et ça permettrait justement d'avoir une volumétrie qui serait bien suivie et d'avoir une traçabilité. Ça, je vous le soumets un peu parce que c'est une problématique qu'on rencontre un petit peu aujourd'hui. La mise en place du réseau, et comme vous l'avez dit, hein, c'est récent, donc ça fonctionne, hein, ça va fonctionner, on est en train de travailler avec. Mais pour les batteries, ça va être un peu plus difficile. Je tenais à vous faire ce point-là parce que c'est important, quoi. Oui, oui, tout à fait, très bien. Alors, on est justement, enfin, le rôle de l'ADEME, effectivement, hein, c'est d'accompagner progressivement les éco-organismes. Et comme je le mentionnais, on ne peut les accompagner que par la mise en réseau avec des acteurs. Et l'ADEME ne peut pas se substituer à. Nous, on accompagne, mais on ne peut pas faire nous-mêmes. Et s'il n'y a pas d'acteurs qui prennent le sujet en main de façon opérationnelle, je veux dire, on ne peut pas le faire à leur place. Et ça, c'est un très gros problème qu'on rencontre. Donc, nous, aujourd'hui, on essaye justement de communiquer sur les actions de Kuala par exemple, de démontrer, alors ça a été un gros travail de montrer à la CCOG ce qui s'était passé sur la CCEG pour leur démontrer que ça avait été possible. Alors que souvent, la CCEG, on les oublie très souvent, vu les quantités de déchets qui sont générés là-bas. Et pourtant, voilà, ils ont réussi à mettre en place ce dispositif. Donc là, le rôle de l'ADEME, c'est vraiment de mettre en avant ces structures-là, de communiquer, de mettre en réseau les acteurs. Mais quand finalement aucun acteur ne veut se lancer, on peut accompagner via des appels à projets, mais quand vraiment il n'y a pas d'acteur, là on est bloqué, on ne peut rien faire. Et malheureusement, on ne peut pas faire à la place de. Et pour le moment, pas de solution. Après, j'entends bien votre problématique. Mais encore une fois, on travaille aussi avec Kuala hein, sur Saül, ça va être notre prestataire. On travaille en collaboration avec Kuala, PENA, Accorp et les éco-organismes. Bon, vous voyez, on est dans la filière, c'est en marche, ça se met en œuvre, ça se fait pas facilement parce qu'il y a les problématiques liées au transport. Hein. Vous imaginez que nos 40 tonnes de déchets qu'on va évacuer de Saül, ça va se faire par hélicoptère. C'est d'un point de vue environnemental pas top. Mais on n'a pas d'autre solution.
Je veux dire, Non, sauf c'est si vrai. demain on a un véhicule terrestre qui peut passer entre la Comté et Saül, mais on voit bien cette problématique-là, quoi. Je veux dire, à un moment donné, il faudrait avoir d'autres matériels. Ah, mais Saül, c'est le gros problème, on est bien d'accord. En tout cas, bah, là, l'ADEME, là, j'en ai pas parlé, mais l'ADEME accompagne une expérimentation encore sur l'Est, sur la mise en place, alors non pas d'éco-carrés, mais de points, des structures d'apport volontaire pour faciliter le regroupement des déchets REP au niveau des sites isolés, donc 3SO principalement, de la CCEG. Et bah, derrière, si ça fonctionne, on essaiera de le décliner sur l'Ouest. Alors, c'est plus orienté vers les ménages, donc ça ne vous concerne pas directement. Eh oui. Mais on est vraiment dans une logique de mutualisation. Enfin, permettre aux ménages de déposer au même endroit leurs déchets REP pour ensuite inciter les éco-organismes à mutualiser leurs pirogues pour mutualiser le transport au retour. Et on espère que par ces actions-là, vraiment qu'on va avoir une logique de mutualisation des éco-organismes jusqu'à 2023. Les éco-organismes fonctionnaient vraiment en SEO et ils ne communiquaient pas vraiment entre eux. Donc de plus en plus, ils ont compris que le seul moyen pour eux de s'en sortir, c'était de mutualiser le transport, notamment depuis les sites isolés, et de s'entendre entre eux, quitte à accepter des seuils de déclenchement de collecte un peu plus bas, mais de profiter, dès qu'il y a une pirogue, de profiter d'un trou, d'une place dans une pirogue pour y caler un peu de matériel. Et on essaye d'ouvrir le discours, d'ouvrir le dialogue pour alléger, simplifier un petit peu les démarches. Alors, c'est un travail de longue haleine. Et effectivement, je n'avais pas parlé d'Accorp, mais Accorp est un acteur clé dans ces échanges-là. Et on ne désespère pas d'y aller. Bon, selon les éco-organismes, on n'a pas forcément le même retour ou la même ouverture d'esprit. Mais bon, on ne désespère pas. Par contre, vous avez dit une chose qui était très intéressante, il faudrait peut-être le développer, c'est la mutualisation de points de collecte. Alors là, vous l'avez dit, qui ont plutôt une vocation aux particuliers, entre guillemets, je dirais, vous l'avez dit, hein, plutôt le déchet type électroménager. Hein. Par contre, si on avait cette capacité de pouvoir dire, on regroupe les D3E, parce qu'il n'y a pas que du déchet électroménager, on a du petit D3E, c'est pas énorme, mais on en a quand même. Parce que nous, on voit bien que la possibilité d'apporter sur un point de collecte qui serait reconnu, identifié, et puis qui permettrait de dire, oui, on met de l'électroménager, on ne met pas que ça, on pourrait mettre des choses qui permettraient de faire cette collecte-là. Le D3E, on sait qu'en partie, comme vous l'avez dit, il est géré en Guadeloupe. On a du D3E qui part de chez nous, qui sont liés à de l'automatisation, à de moyens de contrôle, de la métrologie. On a des D3E plutôt industriels, hein. Mais derrière, ça pourrait être traité directement en Guadeloupe et aujourd'hui, c'est envoyé en Guadeloupe. Donc oui, le fait de pouvoir mutualiser sur des points reconnus, identifiables, ça, à mon avis, c'est important et c'est peut-être à développer en commun accord avec CCOG, suivant où l'on se trouve, etc. Parce que lorsqu'on va sur les petits sites comme Antecumpata, Conquicaluel, etc., et qu'on voit que les gens brûlent, les communes brûlent les déchets parce qu'ils veulent éviter, etc., ça fait mal au cœur et ça détruit tout, quoi. Mais la mutualisation, c'est un point, à mon avis, à développer, à bien identifier et à pouvoir bien clarifier. Ça, je pense que c'est un point important. Tout à fait. Alors, sur 300, on a développé ça parce qu'il n'y a pas de déchetterie. Petit à petit, les déchetteries pour les ménages vont voir le jour sur l'Ouest, mais les déchetteries sont vraiment orientées déchets des ménages. Parce Oui, qu'on reste sur une faible volumétrie ou un faible poids. Le problème des déchets professionnels dont on parle, c'est leur taille, leur poids. Et là, tout de suite, on atteint des seuils qui font que très vite, on atteint des seuils ICPE. alors d'ICPE, je veux dire, dans le cadre, oui, si on fait une C'est la collecte mutualisation, importante, je veux dire. Si oui, on veut oui. mutualiser les déchets, très vite, on va atteindre, on va être sur des sites spécifiques. Et là, une fois de plus, on rencontre la problématique où on rentre la SPGD, et donc c'est un site d'État style déchetterie, et il faudrait réussir à ouvrir l'accès aux déchets, aux déchets professionnels dans les déchetteries. C'est pas du tout à l'ordre du jour. Ou il faut qu'un professionnel, genre PENA, ouvre un site sur les communes de l'intérieur. Et là,
On n'est pas, enfin, faut atteindre des seuils de rentabilité. Mais aujourd'hui, vraiment, oui, le problème, c'est je suis d'accord, il n'y a pas de site de mutualisation où on peut venir déposer les déchets professionnels, une déchetterie pour professionnels, en gros, hein. Je Oui, suis d'accord. non, mais encore une fois, on est aussi sur des sites où on se retrouve généralement avec l'armée, la gendarmerie. On Tout à a fait. aussi des sites, oui, il faut la compagnie des eaux, la téléphonie. On est plusieurs professionnels, je dirais endémiques, et puis on sait on se retrouve généralement sur les mêmes sites, et on sait qu'on a les mêmes besoins. Et à un moment donné, bon, d'accord, c'est une volumétrie qui peut être au cumul importante, mais qui est quand même moins importante en volumétrie que ce qui est électroménager. Parce que si je vous parle de nous, on a 10 tonnes de déchets de D3E sur l'année en Guyane pour EDF, c'est quand même pas la volumétrie de ce qui est en D3E sur la Guyane en dehors de ça. Vous êtes bien Oui, d'accord tout à avec fait. moi? Oui, Hein, tout à fait. on, on est Oui, tout à forcément fait. entre la volumétrie est nettement plus importante. Vous voyez, même si on a une volumétrie qui peut paraître, alors ça peut paraître volumineux sur le coup, parfois sur certains coffrets, mais au total, c'est pas si volumineux que ça. Alors C'est un encore une sujet qu'on fois, peut évoquer, hein, avec les éco-organismes. Attends, je oui, travaille. encore une fois, là, je parle de D3E. Les panneaux photovoltaïques, ponctuellement, vous avez donné des chiffres tout à l'heure. Nous, on n'a pas aujourd'hui la problématique de nos panneaux photovoltaïques. On l'a eu sur Saül parce que c'est le premier, je dirais, jet. Les prochains panneaux photovoltaïques vont arriver d'ici 5 à 10 ans. Donc, on n'est pas encore dans le scope, mais bon, on aura quelques panneaux photovoltaïques. Par contre, la batterie, pour nous, aujourd'hui, ça commence à devenir un sujet important. Je vous dis 30 tonnes cette année sur Saül, on va avoir à peu près 8 tonnes sur Caillaudet. Et dans les années qui viennent, on va être entre 8 à 10 tonnes par an, suivant les sites qu'on va changer. Bon, messieurs, dames, nous Voilà. avons dépassé le temps qui était escompté pour ce webinaire. Je ne voudrais pas solliciter davantage nos deux animateurs. Donc, merci à Paul et Muriel pour, encore une fois, la qualité de leur intervention et la qualité des réponses, qui faisait écho à la qualité des questions des différents participants à ce webinaire. Voilà, donc j'espère que ça vous aura donné envie de travailler sur cette thématique et pour certains, peut-être de rentrer dans une équipe qui sera inscrite sur le hackathon de la transition énergétique. Et encore une fois, donc merci à vous tous et je vous souhaite une bonne fin de journée et bon début de soirée. À Merci. bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.